Le commerce des mineurs est ainsi florissant à Odessa, sur la côte. Plusieurs ONG sont engagées dans ce domaine. Le centre d'aide Foi, Amour, Espérance est soutenu financièrement par l'Organisation internationale pour les migrations, rattachée à l'ONU. Cette jeune fille, appelons-la Oksana, a besoin d'un accompagnement. Elle avait 16 ans quand sa vie a basculé. J'ai fait la connaissance d'une femme rome. Elle m'a dit qu'elle avait du travail pour moi. Il s'agissait de récolter des dons pour une organisation de bienfaisance. Elle m'a invitée chez elle et je suis restée dormir. Puis elle a appelé Vitya, un soi-disant parent à elle. Je l'ai entendu lui dire qu'elle était avec une fille et que si ça l'intéressait, il pouvait venir la chercher. Il est arrivé accompagné de drôles de types et m'a acheté pour 300 $. On devait être une quinzaine de filles et on n'avait pas le droit de se parler. Quand il nous surprenait en train de discuter, il nous frappait. Il nous enfermait dans la cave ou dans le grenier à tour de rôle, jamais ensemble. Il nous envoyait dans les villages situés aux alentours d'Odessa et on devait mendier, à Ovidiopol notamment. Là, il nous obligeait à faire la manche sur le marché. Il y avait aussi des tout-petits qui avaient entre 1 an et 5 ans. Quand ils refusaient d'obéir, on leur attachait les mains et les pieds avec une ceinture de robe de chambre. Et on les jetait par terre pour qu'ils se tiennent tranquilles. On essayait régulièrement de fuir, mais ils finissaient toujours par remettre la main sur nous, et alors ils nous battaient. Il y avait des petites filles qui se retrouvaient à l'hôpital. D'autres disparaissaient du jour au lendemain, mais ne me demandez pas où. Oksana n'a rien d'un cas isolé. Et il n'est pas rare que la famille de la victime connaisse bien celle du proxénète. Oksana a perdu ses parents. Aujourd'hui, elle est accompagnée par celle qu'elle appelle sa belle-mère. En réalité, l'épouse de son grand-père, elle-même prostituée. Cette femme nie avoir contribué à l'exploitation d'Oksana, mais l'ONG en doute. Nous poursuivons notre chemin. La région d'Izmaïl, près de la frontière avec la Roumanie, semble paisible. Mais voilà plusieurs années qu'elle sert de porte d'entrée vers l'Union européenne pour les trafiquants d'enfants. Dans cette campagne reculée, ils repèrent aisément les victimes potentielles. Marina et Vladimir sont frères et sœurs. La jeune fille de 13 ans a été exploitée dès l'âge de 5 ans. Son frère aussi, alors qu'il était encore plus jeune. J'étais toute petite quand ma mère m'a emmenée vivre en Moldavie. On a passé 7 ans là-bas, mon frère et moi. Les gens qui nous hébergeaient se faisaient appeler papy et mamie, et ils me maltraitaient. Leur fils était le compagnon de ma mère avant. C'est un drogué. Papy et mamie me grondaient et me battaient tout le temps. J'avais trop peur pour essayer de me défendre. Mamie me forçait à travailler. Je nettoyais, je faisais le ménage et j'aidais dans la cuisine. Quelquefois j'allais à l'école, mais je ne faisais pas mes devoirs car je n'avais pas une minute à moi. C'était horrible quand il frappait Marina. Moi, il ne m'obligeait pas à travailler, mais il m'envoyait mendier à la place. Je devais faire la manche agenouillée. Les gens me faisaient l'aumône. Je n'ai pas envie de répéter ce que je disais pour demander la charité. Papy recevait souvent la visite de ses amis. Il buvait de la vodka et ça les rendait agressifs. J'avais 7 ans quand mamie m'a emmené à Berlin. Son fils m'avait fait de faux papiers. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. On habitait dans un appartement avec des Russes et des Arabes. À Berlin, je passais mes journées entières à mendier. On était vraiment seuls au monde. Ma mère était en Ukraine et elle ne pouvait pas nous rejoindre car son mari l'aurait tuée si elle était partie. Moi aussi, je mendiais à Kitchinev. Je ne voulais pas, mais mamie me frappait avec des fouets et des câbles si je refusais. Une fois, papy m'a obligée à lui faire un massage. Si j'avais refusé, il m'aurait tuée. Je l'ai vu violer une jeune fille de 14 ans. Ses amis sont passés d'abord et lui après. En 2016, ils parviennent à s'enfuir. Ils vivent depuis auprès de leur mère, dans un lieu tenu secret.
J'ai grandi dans une famille très pauvre. C'est ma mère qui m'a élevée, mais nous n'avons jamais eu de papier d'identité. Pour les autorités, je n'existais pas. J'ai mendié pendant pas mal d'années. Mon ex-compagnon m'a obligée à envoyer les enfants gagner de l'argent. Il me battait souvent. J'avais tellement peur qu'un jour, je ne suis plus rentrée à la maison. Je savais qu'il maltraitait les enfants, mais je ne connaissais pas les détails. C'est ma fille Marina qui m'a tout raconté quand je l'ai ramenée à la maison. D'abord, ils ont emmené clandestinement mon fils à Moscou. Après, ils sont allés à Berlin pour qu'il mendie. Il a même commis des vols. Le couple qui a exploité les enfants pendant plusieurs années se trouve actuellement en détention préventive en Moldavie. Il encourt une importante peine de prison. De retour à Odessa, nous allons voir la police locale. Une agente nous explique pourquoi il est difficile de combattre les infractions sur mineurs. En général, ces enfants sont apeurés. Leurs propres parents les forcent à mendier, et comme ils aiment leurs parents, ils ne veulent pas les trahir en avouant la vérité. Le travail des psychologues consiste à expliquer à l'enfant qu'il est victime d'exploitation. Les thérapeutes savent bien qu'on ne peut pas effacer d'un revers de la main l'amour inconditionnel d'un enfant pour ses parents. Les enfants n'ont pas conscience d'être exploités. À présent, direction Paris. La prostitution forcée dans l'Union européenne concerne environ un demi-million de personnes, dont quelques 100 000 mineurs, officiellement. Le chiffre réel est sans doute bien plus élevé. Ils viennent pour la plupart de Bulgarie, de Roumanie ou d'Allemagne. Au sein de la police judiciaire, la brigade de protection des mineurs s'occupe notamment des enfants contraints à mendier et à voler. Un trafic orchestré par des clans d'Europe de l'Est aux vastes ramifications. Les responsables risquent ici des peines plus lourdes qu'en Allemagne. On va faire le tour des services de police, les services territoriaux qui ont procédé aux interpellations. Et on va récolter à partir de là les premiers éléments d'enquête. Les identités, fausses ou vraies, les lieux de vol, on va établir comme ça un peu la cartographie, et on va donc délimiter ce qu'on appelle le vivier des mineurs délinquants victimes. Pour nous, évidemment, ils sont tous des victimes. Et à partir du moment où on a établi ce vivier, ces jeunes gens, d'abord, on essaie de déterminer leur origine, mais on sait que ce ne sont pas des mineurs étrangers isolés. On sait qu'ils ont des parents. On sait qu'ils ont des liens entre eux. On sait qu'il y a parfois, je vous l'ai déjà dit, mais on peut en reparler, des mariages. Et donc, on va établir, après, ça c'est un stade, le stade suivant, c'est d'établir la généalogie. Certains mineurs sont arrêtés plusieurs centaines de fois par an. À tout de suite. La police s'efforce d'arracher ces enfants à leur entourage, une façon de les aider à sortir de la délinquance, mais aussi d'atteindre le clan auquel ils appartiennent. Un des aspects essentiels de notre enquête, c'est effectivement retirer les enfants quand on le peut, et les placer. L'enfant est un instrument d'enrichissement. Il faut avoir conscience de cela. Quand vous enlevez un instrument d'enrichissement à un clan, une jeune fille qui vole 8 iPhones par jour, c'est beaucoup d'argent. Vous faites déjà du mal. Et l'autre moyen de frapper ces clans, c'est les investigations patrimoniales. C'est d'identifier les maisons qui ont été construites et avec l'appui du pays d'origine, faire saisir les maisons. Quand vous avez enlevé l'instrument d'enrichissement et qu'en plus vous avez enlevé le produit de l'enrichissement, à savoir la maison, le chef de clan, son statut social, il en a pris un sacré coup. Le comité contre l'esclavage moderne accompagne les enfants victimes d'exploitation par le travail et d'esclavage domestique. Mis en danger, quoi, que les majeurs autour, ouais. Que les majeurs autour, ils ne leur mettent pas... Ça se trouve, ils ont la copie sans penser qu'ils... Quand on a créé le comité contre l'esclavage moderne, les gens nous riaient au nez, mais vraiment nous riaient au nez en disant l'esclavage a été aboli au 19e siècle, qu'est-ce que vous racontez? On ne peut montrer que cet esclavage contemporain existe qu'en montrant que des victimes sont là. Ce que nous faisons encore aujourd'hui, c'est de rendre visible ce qui est invisible.
Les victimes qui arrivent jusqu'à nous, c'est vraiment la partie émergée d'un iceberg. Comme je vous le dis, elles sont enfermées, elles sont dans des domiciles, elles sont dans des caves, elles ne peuvent pas sortir. Donc voilà, il y en a sûrement beaucoup plus que ce qui arrive jusqu'à nous. Et donc il faudrait faire plus. Et pour ça, effectivement, il faudrait que... L'État a fait des textes de loi. Au début, on n'avait pas de texte de loi, pas d'aide. Maintenant, le problème, c'est l'application. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on identifie ces victimes ? À Paris, nous rencontrons Olivia, qui a été détenue comme esclave quand elle était adolescente. Elle a enduré des humiliations, des coups et des brûlures. Elle n'avait que 13 ans quand elle a quitté le Togo avec des faux papiers pour entrer clandestinement en France. La femme pour laquelle elle travaillait lui avait promis qu'elle pourrait aller à l'école. Aujourd'hui, Olivia accepte d'évoquer son calvaire à visage découvert. Elle va prendre le fer, le bout du fer. Elle fait passer sur le truc comme ça. Elle dit, bah, c'est comme ça. Refais-moi autre chose, tu vas voir. Là, vous savez, quand le fer il passe sur votre peau, voilà. Et tu n'avais même pas le droit de pleurer. Mettre un piment antillais dans le micro-ondes, elle chauffe. Après, tu dois manger une partie, l'autre partie, tu dois l'introduire dans ton vagin. Toi-même, tu l'introduis, voilà. Après ça, le coup de couteau. Et tout ça, comme ça ne suffisait pas, c'est là qu'elle allumait la plaque électrique. Elle a posé mes paumes des mains dessus, elle appuyait, elle a vu tout fait des cloques jusqu'à ça éclatait. Ça coulait comme ça, je voyais l'eau de ma main qui pétillait sur la plaque en fait. Et cette image-là, ça m'a hantée. Non, je voulais pas. Pardon. Cette image, ça, c'est un truc qui m'a le plus... Quand j'arrive à cette histoire-là, ça coule toujours larmes. Je suis désolée. C'est une image qui m'a hantée, que j'ai du mal à supporter. Pendant des années, j'ai pas supporté avoir une plaque électrique. Je peux aller chez des amis, je vois des plaques électriques. Surtout quand il est allumé, c'est toujours un choc violent pour moi, en fait. Et jusqu'à aujourd'hui, chez moi-même, j'ai toujours des plaques à gaz. Parce que il y a des jours, ça peut passer, il y a des jours, ça ne peut pas passer. Alors, je préfère avoir une plaque avec gaz chez moi, quoi, en fait. Et ce n'est pas tout. J'ai vu une tristesse dans son visage et je savais que si je retourne dans cette maison, peut-être que je n'allais pas survécu. Quand elle a ouvert cette porte, elle m'a dit, si tu frappes encore cette porte, je te tue. Je te découpe en morceaux, je mets dans un sac poubelle noir, je mets à la poubelle. Et ici, on est en France, jamais personne va te retrouver. Dans ce type de dossier, vous avez une manipulation mentale qui est organisée par les exploiteurs de façon absolument redoutable. Alors pour Olivia, c'est allé encore plus loin que tout, puisqu'elle avait le sentiment d'être surveillée en permanence, puisque l'exploitrice lui avait fait croire qu'elle avait une caméra qui la surveillait, qui la suivait toujours au-dessus d'elle, en permanence, au-dessus de la tête. Mais ça va encore au-delà, c'est-à-dire que la confiscation des papiers, par exemple, est une forme d'emprise extrêmement forte lorsque vous êtes étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Eh bien, l'exploiteur a un moyen de pression très fort. Finalement, Olivia parvient à s'enfuir, et l'enfant qui lui succède chez son bourreau est également sauvé. Mais il s'écoule 9 longues années avant que l'exploitrice soit jugée et condamnée à 8 ans de prison. Aujourd'hui, Olivia a fondé une famille, mais elle n'oubliera jamais cette période de sa vie. L'esclavage domestique, c'est également ce qu'a connu cette jeune Marocaine que nous appellerons Dounia. D'abord dans son pays, puis à Paris. Après sa libération, elle est hébergée dans un appartement des services sociaux.
4 ans plus tard, elle reste traumatisée. Mes parents se sont séparés quand j'étais petite. Je suis alors partie de la maison pour aller travailler dans d'autres familles. J'avais 8 ans, peut-être moins. J'ai rencontré beaucoup de gens horribles. Ils m'ont tous frappée et m'ont forcé à faire des choses inimaginables pour moi. Je dormais dans la baignoire et j'ai même été violée. Dans la première famille, Dounia est la bonne à tout faire. Son beau-père encaisse son salaire pour le boire. Plus tard, elle reverse le peu qu'elle gagne à sa mère, pour l'éducation de ses frères et sœurs. Puis un mariage blanc la fait aboutir en France, où elle se retrouve à nouveau exploitée. Je travaillais de 6h à 3h du matin, parfois 4h. Le restaurant familial était ouvert jusqu'à 21h. Je passais tout mon temps avec les enfants. Dès qu'il avait besoin de quelque chose, le beau-père m'appelait, même en plein milieu de la nuit. L'été, je travaillais jusqu'à 4h du matin. L'hiver jusqu'à 2-3h. Je ne dormais pratiquement pas. Elle veut s'échapper, mais ne parle pas français. J'ai eu l'impression que la mère flairait quelque chose. Peu de temps après, son mari a commencé à me menacer et à m'insulter violemment. Puis ils m'ont dit que je devais rentrer au Maroc. La famille pour laquelle elle travaille en veut même à sa vie. C'est le comité contre l'esclavage moderne qui finit par la sortir de cette situation. Faute de moyens, la transposition de la directive de l'Union européenne concernant la prévention de la traite des êtres humains est très lente. On est en train d'avancer pour reconnaître les victimes, mais à mon sens, on est très en retard par rapport aux directives européennes. Ce sujet-là n'existe pas aujourd'hui. Dans les grandes politiques publiques nationales, ce n'est pas un sujet que l'on voit. Quand vous êtes mineur et victime de traite, vous êtes polytraumatisé pour des années. La reconstruction des mineurs, elle est centrale. Si vous ne reconstruisez pas des mineurs qui ont été victimes de traite, qu'est-ce qu'ils vont devenir ensuite en tant qu'adultes ? On parle de personnes qui vont reproduire à leur tour des violences, ou alors de personnes qui vont être asservies toute leur vie sans avoir cette possibilité de reconstruction. Donc pour l'avenir, il est central de absolument lutter contre cette traite des mineurs et de comprendre ce qui se passe dans le cadre de la traite en termes d'asservissement, en termes de cassure dans l'individu. Retour en Ukraine. À Kherson, ville portuaire du sud du pays, un réseau criminel est soupçonné de se livrer au trafic de mineurs. Un enfant sur 10, victime de traite dans le monde, vient d'Ukraine. Angela Litvinenko est à la tête d'un centre d'aide pour les victimes d'exploitation cofinancé par l'Union européenne. Dans l'affaire qu'elle suit actuellement, une quarantaine d'adolescents ont été vendus à des hommes politiques locaux à des fins sexuelles. La presse et le grand public sont tenus à l'écart du procès. Nous avons rencontré Vera, 16 ans. Son nom a été changé. Avec ma copine, on avait essayé toutes sortes de drogues. Un jour, on n'a plus eu assez d'argent pour s'en acheter. Un ami nous a dit comment on pouvait en gagner facilement. On en est arrivé à cette situation très étrange, où les parents, en voyant leurs enfants confrontés à ce problème, se sont tournés vers la police. Mais la police n'a pas voulu prendre leur déposition.
Là, on a compris que des personnes haut placées étaient derrière tout ça et que la justice les couvrait. On sait aujourd'hui que des personnalités de premier plan étaient impliquées dans cette exploitation sexuelle des enfants. Vera se ravise. Elle tient tout de même à témoigner. Moi, je ne voulais pas y aller, mais ma copine m'a demandé de l'accompagner à l'hôtel et finalement on y est allés ensemble. Le chauffeur de taxi n'a pas arrêté de nous menacer avec une arme. Il nous a battus et il nous a dit qu'il nous tuerait si on refusait de lui obéir. Il nous traitait comme ces choses. C'est ma mère qui m'a sortie de là. J'ai passé 3 mois dans une clinique de désintoxication. J'ai vu beaucoup de choses terribles et j'ai beaucoup souffert. Je n'ai vraiment pas envie de reparler de tout ça. On connaît les clients, mais on ignore malheureusement qui tire les ficelles en coulisses. On devrait appliquer une tolérance zéro envers ce genre de délit dans la société. Tout ce trafic serait impossible sans l'ingérence de gens qui ont le bras long. Mais comme on ne connaît pas leur identité, rien à faire. On ne peut pas les traduire en justice. Kharkov, dans le nord-est du pays, est connu pour avoir accueilli des matchs de l'Euro 2012. Nous rendons visite à l'association Le Chemin de la Vie, qui s'occupe depuis le milieu des années 1990 des enfants victimes de traite. Elle a été fondée par Yana Sharoun, dont la sœur cadette a autrefois été enlevée. Après de longues recherches, Yana a retrouvé sa sœur aux Pays-Bas, où elle était exploitée sexuellement. Rapatriée en Ukraine, la jeune fille est morte des suites des mauvais traitements qu'elle avait subis. Au printemps 2017 à Kharkov, une enquête a permis de déjouer in extremis un trafic d'organes international. Une enseignante avait essayé de vendre une de ses élèves pour plus de 10 000 $. Elle avait fermement décidé de s'en mettre plein les poches en vendant cette jeune fille. Dans le courant de l'année, elle avait fait savoir à tous ceux qui voulaient l'entendre qu'il y avait un enfant à vendre. Elle distribuait ses coordonnées. Tout le monde savait comment la contacter pour lui acheter sa marchandise vivante. Heureusement, un témoin s'est tourné vers la justice pour exposer la situation et prévenir qu'on lui avait proposé d'acheter une jeune fille. La police a pris le cas au sérieux. L'enseignante a été entendue. Elle a dit aux autorités que l'avenir de la petite lui était complètement égal, qu'elle pouvait bien se prostituer ou faire un don d'organes. Pour elle, l'enfant n'avait aucun avenir. Le jour J, la professeure d'anglais a demandé à l'adolescente d'aller lui acheter des gâteaux. La jeune fille ne s'est pas posé de questions, elle s'est exécutée. Quand elle est ressortie du magasin, elle est tombée comme par hasard sur sa prof qui lui a dit « Tu vois la voiture là? Vas-y, tu verras, ta grande sœur t'attend. » L'enseignante a été appréhendée immédiatement et l'enquête a pu commencer. L'OIM, l'Organisation internationale pour l'immigration, a une agence à Kiev. Cette agence intergouvernementale est à la pointe de la lutte contre la traite des êtres humains, un commerce qui générerait pas moins de 32 milliards de $ par an. Thomas Lotarweiss est chef de mission de l'OIM en Ukraine. Il œuvre depuis plus de 20 ans contre l'exploitation et le trafic des personnes. C'est un très gros problème, parce que ces trafics génèrent de l'argent facile. Ils s'inscrivent dans le triptyque de la criminalité organisée. Le trafic de stupéfiants, d'armes et d'êtres humains. On ne sait pas au juste quel chiffre d'affaires représente le volet de la traite des êtres humains. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime publie régulièrement des estimations qui tournent autour de plusieurs milliards de $. En tout cas, c'est extrêmement lucratif.